Flow, l'actu de demain. Bonjour Maïka, Salut. bienvenue dans Flow. Merci. Merci à toi d'être là. Alors pour rappel, comme je te le disais, chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs, d'activistes, d'artistes qui remettent en question le monde actuel et proposent quelque chose de nouveau pour repenser, pour nous aider à repenser le monde de demain. Donc, moi, je suis très content de t'accueillir. Ça fait 1 an tout juste que Climate House a été fondé. Vous venez de souffler la première bougie hier, je crois, c'est ce que tu disais. Donc, écoute, c'est un honneur de te recevoir. On a plein de choses à dire sur Climate House, sur toi. Donc, bienvenue. Et est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et ce qui t'anime? Ouais, bien sûr. Donc, je commence souvent en disant que je suis une repentie de l'économie extractiviste. Pas mal. Je vais avoir 50 ans. Ok, Donc, je fais partie de cette génération qui officiellement ne savait pas. ok, Et je suis aussi maman de Zéphyr, 13 ans, et Tosca, 8 ans. ok. Parce que ça a été mon point de bascule. L'accouchement de mon premier a été le point de bascule. Donc, je le remets souvent dans mon parcours. D'accord. Donc, le point de bascule, écoute, on peut commencer par ça tout de suite, c'est passionnant. Donc, tu dis que tu es repenti, tu parles de point de bascule. Donc, quelle a été la prise de conscience et en quoi ça a été vraiment un électrochoc Ouais. au point de te dire, OK, il faut que je change tout, quoi. Ouais. Donc moi, je suis un produit du système éducation française. Ok. J'ai eu un doc de chimie, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des stages dans les boîtes de luxe, j'ai monté ma boîte aux États-Unis, Ok. j'ai travaillé 15 ans au ministère de la crème, pour Waouh. ne pas les nommer. D'accord. C'était une expérience exceptionnelle. Et un jour, donc j'étais très bien partie. Ouais. Tout allait bien pour moi. Et un jour, j'ai eu la chance d'accoucher de Zéphyr, Ok. donc à 13 ans et demi aujourd'hui. Et le jour de l'accouchement en lui-même a été une expérience personnelle très, très déroutante, parce que accoucher, c'est lâcher prise Mhm. sur les plans sur la comète qu'on se faisait. Et donc, j'avais pas du tout prévu ça, mais je pense que le mammifère en moi est sorti ce jour-là. Ok. Et à partir de là, donc je pense que j'ai compris ça il y a pas longtemps. Hein. Ok. Ouais. Je me suis pas dit tiens, le jour de mon point de bascule est arrivé. Donc c'est un chemin de 13 ans Ouais. où en fait maintenant oui, je pense que je suis au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Ce qui fait que quand je regarde ce qui s'est passé, c'est un chemin et il n'est pas terminé. Bien sûr. Mais c'est vrai, l'arrivée d'enfants dans ta vie te force à te poser la question, qu'est-ce que je vais transmettre? C'est exactement ça. Et à commencer par quelle valeur je vais transmettre? Quelle valeur, quelle planète. Évidemment, je suis rentrée dans... Donc j'ai voulu être la meilleure des mamans, Mhm. parce qu'on nous apprend pas à être la meilleure des mamans. Ah, on t'apprend rien du tout, On hein, tu t'apprend te rien du tout. débrouilles. Donc, je me suis éduquée, j'ai lu des livres, plein de livres. Donc, je pense que je suis rentrée dans la transition écologique à travers l'éducation alternative. Ouais. Et maintenant, je fais autre chose, mais je me suis vraiment intéressée à ce que je pouvais faire pour mon enfant pour être la meilleure des mamans. Donc, j'ai lu pas mal de choses, évidemment. Ok. Un écrit qui m'a beaucoup touchée, c'est Pierre Rabhi, c'est vraiment, je pense, mon motto au quotidien, qui dit il faut laisser une belle planète à nos enfants, mais il faut surtout laisser des beaux enfants à notre planète. Et je pense Superbe. que ça a été, c'est mon motto. Ouais, Et donc quand du coup, là, tu te retrouves complètement, quoi. Donc, voilà. ouais. Et donc voilà. J'ai mis mes enfants en école alternative. Et puis un Ok. jour, on a déménagé et il n'y avait pas d'école alternative là où j'allais. Ouais. Donc j'ai contribué à la création d'une école dans les bois Ok. où on n'apprenait pas à lire et à écrire et on apprenait à vivre. Ok. Et voilà. Donc on a fait un peu les apprentis sorciers, évidemment. Ouais, Parce c'est un peu que ça, hein. voilà, on a pris des risques. Ouais. Un peu des explorateurs, quoi. Des Ouais. explorateurs, exactement. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants, ils sont heureux. Ouais. Donc, je me dis que peut-être qu'on a bien fait les choses. C'est génial. Donc, prise de conscience et tout de suite ce sentiment de devoir changer certaines choses. Donc, ça se traduit par ta vision de l'éducation, mais également donc ton cadre professionnel. Ouais. Tu te dis, bon, bah là aussi, il faut que je change de scope. Tu as commencé à changer un Non, peu ça a de été fusil vraiment... d'épaule. Je pense que c'est passé par l'incarnation et l'exemplarité. Ok. Le yaka faucon, c'est bien, mais quand on a un enfant en face de soi, le yaka faucon, c'est compliqué parce que les enfants sont très fins. Ah, t'es vite dans une impasse. Ouais. Et voilà. Donc, en fait, il faut se mettre à leur niveau Ouais. de grandeur, je pense.
Donc voilà, donc ce qui fait qu'on se remet en cause au quotidien quand on a en face de nous des enfants qui sont pas formatés. Et donc j'ai essayé de m'adapter à ce qui était le mieux pour eux, pour qu'ils deviennent autonomes. Donc voilà. Mais donc ça, non, j'ai donc il y a eu cette histoire d'école dans les bois qui a fait que, en fait, quand on commence à vouloir éduquer des enfants, le plus important, c'est de remettre l'école au centre de la vie Ouais. sociale. Et donc, c'est comment une société s'organise autour de l'école pour que justement l'enfant ait sa place. Et je pense que ce sujet d'avoir sa juste place dans un système qui est juste, et ce qui est mon combat aujourd'hui, ou en tout cas ce qui me fait danser aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on crée des systèmes dans lesquels chacun a sa juste place. Et donc cette expérience a été transformante puisque on s'est organisé autour de l'école. Et il y a eu création d'AMAP. Donc là, je suis rentrée dans le sujet de l'alimentaire, des circuits courts, du collectif, de la gouvernance partagée, de la sociocratie. Et ce qui m'a marqué, c'est surtout le jour où le Covid est arrivé. Il faut savoir que cette école était en Italie. Et le Covid a été compliqué en Italie. Je pense que mes amis français se sont peut-être pas rendus compte à quel point la France est quand même un pays sécurisé. Donc en Italie, ça a été compliqué. Et pourtant, ce collectif autour des enfants a réussi à créer une bulle de vie. Et on a continué à vivre. Et ce que je retiens là, c'est compliqué d'arrêter de vivre pour ne pas mourir. C'est ça que je retiens de cette expérience-là. Je comprends, ouais. Et donc, moi, j'ai décidé que je continuais à vivre pour vivre et pas pour ne pas mourir. Ouais. Voilà, il s'est passé des choses. On est rentré en France. Et là, j'ai eu la chance de rejoindre un des projets assez précurseurs sur les sujets de l'économie régénérative. Et donc, j'ai été déléguée générale d'une fondation actionnaire. Okay. Donc, les fondations actionnaires, c'est le modèle Patagonia, où en fait, une structure d'intérêt général est actionnaire d'une structure capitaliste. Et donc, c'est là où j'ai vraiment travaillé tous ces montages de gouvernance, c'est vraiment ces sujets systémiques. Donc voilà, donc j'ai fait ça 4 ans et c'est là où j'ai vraiment compris que c'est ce qu'on se disait, les sujets d'intérêt étaient importants et de créer des systèmes où les intérêts étaient bien cadrés pour pouvoir faire en sorte que chacun et aligné. Chacun gère son intérêt personnel, son intérêt individuel, son intérêt collectif, son intérêt général. Et donc comment on crée des véhicules, des espaces, des collectifs où c'est cadré. Tu penses que l'intérêt personnel est un frein à l'intérêt général ? Pas du tout. Non, c'est Tant un mieux. moteur. Bonne nouvelle. Non, c'est un moteur. En revanche, il faut avoir conscience de ça. Moi, je suis pour le conflit d'intérêts, vraiment. Okay. On appelle ça la convergence d'intérêts, mais la puissance du conflit d'intérêts est intéressant. En revanche, avec une conscience qu'il y a des intérêts différents et qu'on vient avec son intérêt personnel, on l'assume, un intérêt individuel, etc. Mais je pense que le sujet de l'intention, quand on rentre dans des projets, dans des relations, la clarification de son intention est importante. Ok. En tout cas, effectivement, aligner les intérêts, ne pas s'oublier, mais ne pas oublier les autres non plus, créer une convergence et donc une dynamique. Et comment s'appelait le projet donc Ulteria. Ulteria, d'accord, c'est ça, ok. D'accord, c'était resté presque 4 ans, 3 ans et demi là-bas, d'accord. Mais donc c'est intéressant de voir que le point de départ autour de la maternité, l'éducation, et petit à petit tu tires le fil de la pelote de laine et puis tu t'étends le scope sur l'alimentation, tu disais, puis sur le modèle. Donc c'est super intéressant. Donc ça t'a appris, ça t'a permis vraiment de mettre un pied dans ce nouveau monde, cette nouvelle économie, avoir une vision différente. Ouais, et je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est que je me suis formée. J'ai eu la chance de faire partie d'une cohorte, l'Absession de l'Institut des Futurs Souhaitables, que je ne peux que remercier pour ce qu'ils font. Ça, c'est de l'intérêt général, hein, vraiment, la création de nouvelles cultures et de nouveaux imaginaires. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidée à m'ouvrir, à me créer un référentiel culturel, un nouveau référentiel culturel. Des nouvelles bases. Des nouvelles bases, vraiment, et prospectives, parce que c'est de la prospective aussi, même si c'est très, très ancré. De comprendre les enjeux de l'imaginaire, du collectif, sur des sujets très sérieux, scientifiques,
Donc il y a eu ça. Je me suis formée aussi à la CEC, quoi. Ouais. J'ai fait le parcours de la CEC, Convention des entreprises pour le climat. Où là, donc on est beaucoup plus sur quelque chose de concret. Avec Ulteria. Ouais, avec Ulteria. Donc ça, c'était donc Convention des entreprises pour le climat Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, donc parcours en coopération territoriale très très puissant. Donc là, c'était un peu l'atterrissage de cette vision que m'avait apporté l'Institut des futurs souhaitables. Et après, j'ai fait une autre formation qui s'appelle la philanthropie systémique, portée par Fondation de France, Entreprendrait Plus, Ashoka. Ah oui, Ashoka, d'accord. Ouais. Où là, les entrepreneurs sociaux, la communauté. Et vraiment sur le sujet de la philanthropie et comment l'économie aujourd'hui, en fait, est vraiment séparée entre l'intérêt général et l'intérêt individuel. On revient sur le même sujet. Et que malheureusement, il faudrait que ça soit systémique. Et donc voilà. Et donc là, la philanthropie systémique, c'est puissant comme combinaison de mots, je trouve. Et le parcours est exceptionnel parce que il s'appelle Racine. Ouais. Et en fait, c'est comment on va chercher justement les origines des mots, mots M-A-U-X. Ouais. Pour essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ce qui m'a marqué vraiment, c'est de se dire, mais d'où vient la philanthropie ? La philanthropie, en fait, elle prend ses racines dans le capitalisme. Donc, d'où vient le capitalisme ? Et donc, quand on se dit que le droit d'entreprendre, le capitalisme, c'est aussi le droit d'entreprendre. Le droit d'entreprendre, à l'origine, n'était réservé qu'au roi. D'accord. Qui l'a transmis à l'Église. Donc vraiment, qui portait quelque chose de très orienté, ou en tout cas avec une posture de pouvoir. Donc voilà. Et voilà. Donc on fait tout ce chemin-là sur d'où vient pas mal de choses. Et donc très intéressant. Donc oui, moi, mon parcours, il a fallu que je fasse un reset, que je me forme, que je côtoie des gens avec des avis différents. Mais aujourd'hui, c'est un chemin, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, assez dense, intense et périlleux aussi, parce que tu remets en question quand même un peu toute ta vie passée, une bonne partie de tes valeurs qui sont challengées très fortement. C'est pas évident tous les jours, quoi. Ouais, remise en cause et puis non, le plaisir d'apprendre. Je pense que j'ai loupé ma journée quand je me suis pas posé la question de qu'est-ce que j'avais appris. D'accord, non, mais écoute, super cheminement. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, tu arrives à faire cette aventure de Climate House. Climate House, ouais. Climate House, c'est une histoire de rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, le projet, après un an, est vraiment incarné par les personnes qui le portent. Donc Climate House, c'est avant tout l'histoire des 4, on les appelle les 4 fantastiques. Donc c'est Lucie Vache de Too Good To Go, Jack Avra, Clément Alteresco de Morning et Claire Breton d'Underdog. Bien sûr. Qui, je pense, se pose la question en tant qu'entrepreneur engagé de se dire comment je vais plus loin de ce que je fais au quotidien dans ma boîte. La beauté de l'entrepreneuriat. Comme s'ils n'allaient pas déjà assez loin. Comme s'ils n'allaient pas assez loin. On va jamais assez loin. Et je pense que les 4 se sont dit que le plus important, c'était de rassembler des mondes. C'était d'ancrer cette énergie entrepreneuriale. Je pense que ce qui fait le projet aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà, on a décidé d'ouvrir un lieu le 1er octobre. Mais quand ils ont décidé de faire ça, ils se sont dit, on va pas le faire tout seul, on va aller chercher nos copains et les copains de nos copains. Donc, ce qui fait la force du projet aujourd'hui, et on s'en rend compte maintenant, c'est qu'ils étaient 80 actionnaires, avec la particularité d'être 40 hommes et 40 femmes. On a vraiment pris soin d'avoir cette parité et aussi la représentativité ethnique et sociale, métier, industrie. Donc, on a des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs de la tech, des investisseurs, etc. Donc, on a un joli melting pot systémique. Déjà une approche complètement inédite, quoi. 80 associés fondateurs, avec bien sûr une parité totale. Des individus, c'est là où c'est intéressant. C'est que je me suis permise de donner les noms des entreprises de ces personnes-là. Mais si vous arrivez à la maison, et ce que tu as vu, on a ce fameux panneau des cofondateurs, on ne donne pas leur société. D'accord, et ce qui est hyper important, c'est qu'on a été chercher des cofondateurs qui incarnaient personnellement
leurs convictions et pas obligatoirement à travers leur projet professionnel. Ouais. Et je pense que cette incarnation qui c'était pas dans notre plan stratégique à 15 ans, mais ce sujet d'incarnation personnelle, en fait, aujourd'hui est très, très important. Ouais, t'as mis le curseur sur les valeurs plus que sur le CV, quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'elles incarnent, qu'est-ce qu'elles portent comme message. Exactement. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles assument, qu'est-ce Ouais. qu'elles veulent, sur quoi elles veulent Quelle est aller leur se battre. vision. Ouais. Et tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Tant mieux. Ça, c'est important. Et c'est ce qui est beau. Et je pense que ça a vraiment donné la coloration du projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, 1 an après, donc on a vraiment... donc ça s'est pas du tout passé comme prévu, évidemment. Et je retiendrai une chose... Qu'est-ce qui était prévu alors ? Qu'est-ce qui était prévu ? Qu'est-ce qui a complètement changé ? Peut-être, je vais dire que je me rappelle plus. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a coloré, ça a incarné. Je pense qu'on a été chercher l'exemplarité. Et donc aujourd'hui, on a, pour être très concret, c'est quoi la Climate House ? C'est 2 choses. 1, ce qu'on appelle la maison, donc la colocation, donc c'est un coworking. La différence peut-être, on essaye de pas être un green coworking, mais la différence c'est peut-être que les colocataires nous ont choisis, on a choisi les colocataires. Ils sont 400 pour 250 sièges. On ne paye pas à son siège, on paye à l'usage. Donc typiquement, ça c'est quelque chose sur lequel on a eu envie de travailler, c'est d'incarner ce qu'on veut voir à venir. Donc oui, en fait, dans un monde avec des ressources limitées, il faut que chacun partage les choses. Donc ça fait du monde, les gens se parlent, mais hyper intéressant. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'atelier. Et l'atelier, c'est vraiment le bras armé de la transformation de la communauté par la communauté. Chez nous, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de sachants, il n'y a pas d'apprenants. Chacun est dans une posture de contribution, d'apprentissage, apporte sa pierre à l'édifice, mais aussi accepte de se remettre en question dans son quotidien. Donc ça aussi, je pense qu'on est un peu en train de changer cette posture où à un moment, on a eu besoin pendant 10 ans d'experts, d'inspiration, de rôle modèle. Et là, je pense que comme on est plutôt dans une phase de faire ensemble, c'est comment chacun collectivement contribue. De la réflexion à l'action, quelque part. Exactement. Le faire ensemble est très, très important. Donc, le premier niveau, c'est la transfo individuelle. On a une programmation très, très riche. On a fait 750 événements. J'ai vu ça, c'est incroyable. Ouais. Mais pourquoi on ne l'a pas fait exprès ? On avait prévu d'en faire 150. Et on est à 750. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, les gens ont eu envie de contribuer, les membres de la communauté ont eu envie de contribuer. Donc, on a lâché prise et les gens ont pris le pouvoir sur ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est fort et impactant. C'est parce que chacun a commencé à trouver sa place. On a eu plus de 18 000 participants. Le dernier hier, et je t'en parlais, la Mastermind, où il y a donc qui est un de nos formats chouchou, donc qui rassemble, en fait, qui prend une thématique. Donc là, cette fois-ci, c'était la finance durable, mais où on essaye de passer une journée ensemble. Donc là, on avait eu plus de 250 participants, 50 intervenants. Mais on prend une thématique et on la décortique avec des vues plurielles, culture, scientifique, entrepreneuriale, corpo, etc. pour que chacun, en fait, on crée des espaces, des rencontres transformantes où, en fait, chacun arrive avec ses enjeux, mais on crée des espaces d'échange, de compréhension de l'un, de l'autre. C'était passionnant. Et donc, quand on a commencé à discuter de, qu'est-ce qu'on va faire sur la finance durable, on s'est dit, comment on arrive à apporter quand même quelque chose à l'édifice. Et là, je ne peux que remercier l'équipe de la Climate qui s'occupe de ça. Donc Stéphanie Ampard et Sixtine qui gèrent ça d'une main de maître, parce que faire une ligne éditoriale sans avoir d'avis, mais en laissant la possibilité aux gens de s'exprimer, c'est périlleux. C'est très, très périlleux. Mais c'est géré d'une main de maître. Et on a atterri sur la place de la femme. Et pourtant, je le redis et je te l'ai dit, nous ne sommes pas féministes. Oui, il y a des féministes, mais pas que. Mais c'était vraiment le sujet de la place de la femme dans ce système financier, bancaire, économique. Et donc, la journée s'appelait « Argent quand elle s'en mêle ». D'accord. Et donc, on a eu... Ça a été très, très joyeux. Il y avait des hommes, des femmes. Donc, voilà. Donc, non, impressionnant comme les gens ont envie d'apprendre, de contribuer. Mais c'est marrant, on voit vraiment... dans tout ce que tu dis depuis le début, je vois vraiment 2-3 choses qui se répètent et on sent que ça t'anime. Donc, il y a d'un côté poser le cadre d'un changement. C'est les 2 mots en fait que j'avais en tête, mais donc le cadre, mais avec effectivement beaucoup de richesse, de réflexion, d'avis, de personnes qui vont se challenger les unes les autres. Donc ça, c'est intéressant de mettre un cadre, mais de laisser beaucoup de liberté à l'intérieur de ce cadre.
Et ensuite, la volonté de changer, de transformer la société, soi-même, ses avis, d'évoluer. Et je trouve que ce sont des dynamiques assez incroyables. Et je t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Moi, j'avais reçu, comme certaines personnes, un mail à l'ouverture, à l'annonce de l'ouverture de Climate House, donc il y a un an, quasiment jour pour jour, une invitation pour venir dans des workshops, de brainstorming, au moment même de l'ouverture de Climate House. Des workshops pour déjà potentiellement repenser Climate House. Je me suis dit, c'est dingue. Vous ouvrez, vous êtes déjà en attente d'idées nouvelles pour potentiellement repenser et imaginer la suite. Et ça, j'ai trouvé ça dingue. Commencer directement avec cette envie d'évoluer. Ouais, et je pense que ça, alors j'ai fait une autre formation aussi. C'était une formation qui s'appelait la maturité coopérative, qui a été portée par un couple exceptionnel qui s'appelle les Beauvillards, et en fait qui justement travaille sur le sujet de la coopération. Je pense qu'aujourd'hui la coopération est un buzzword, on en met quand même à toutes les sauces, mais c'est vraiment un art. C'est scientifique, la coopération. Je pense que j'ai été touchée par ces sujets-là au moment de justement ces réflexions sur l'éducation. Et ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, le premier acte de coopération naturelle que les enfants font, c'est de copier sur son voisin. Et malheureusement, en fait, pendant 20 ans, on nous dit que c'est pas possible, en fait, que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc en fait, il faut vraiment aujourd'hui qu'on réapprenne à coopérer et ne pas confondre la collaboration et la coopération. Et la coopération, je retiens 2 choses de ces Beauvillards. C'est l'art du désaccord. Donc c'est comment on accepte le désaccord et on construit dessus. On s'évertue pas à être d'accord, parce que être d'accord, c'est collaborer. Et la dernière chose que je retiens, c'est si ça se passe comme prévu, c'est pas de la coopération. D'accord. Ouais. Et donc ça, c'est hyper important. Et je pense que oui, ce fameux séminaire d'intégration, on a fait un appel à la coopération. Ouais. Et ça nous a challengés. Évidemment que ça s'est pas passé comme prévu. C'est ce que je te disais. L'appel à la coopération aussi, il faut la gérer, puisque quand on demande l'avis de quelqu'un, il faut le respecter. Il faut lui donner de la visibilité sur à quoi sert sa contribution. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut aller sur du politique ou de la démocratie, mais je pense que c'est ancré dans notre société. C'est pas parce qu'on vous demande votre avis qu'on l'écoute. Et je pense qu'on n'est justement pas habitués, nous. Le système n'est pas bien fait, en tout cas, pour la coopération. Donc ça, c'est quelque chose. Non, mais je trouve ça très important. fort, très très fort. Et se retrouver, on était peut-être une dizaine, quinzaine, tu étais là d'ailleurs, qui animait cette session. Il y avait 10 ateliers, on était 300. Mais il y avait plein d'ateliers, mais toute la semaine, la semaine d'intégration. Semaine d'intégration. Je trouvais ça assez puissant de commencer déjà avec cette envie d'aller plus loin, encore, passer la deuxième vitesse. Mais donc, écoute, super intéressant. Donc c'est un lieu magnifique. Donc c'est un il y a lieu le magnifique lieu, au cœur du 2000 sentier. 2000 mètres carrés quand même. 2000 mètres carrés. Donc c'est un lieu vivant. On l'appelle vraiment la maison parce qu'à chaque fois on dit bienvenue à la maison. Donc il y a vraiment cette colocation, cette programmation. Et après on a des corpos qui viennent en fait incuber chez nous. D'accord, ouais. Et donc on n'est pas du tout une boîte de conseil, on n'est pas un incubateur, on n'est pas la maison des start-upers, donc ils viennent pas regarder, etc. Mais on les aide en fait à intégrer la communauté et à aller chercher et travailler et dans la posture et dans leur enjeu. Justement cette énergie entrepreneuriale, cette posture de coopération et ces enjeux enjeux systémiques entre les limites planétaires et le plancher social. Parce que même si on s'appelle la Climate House, je pense que notre sujet, il est systémique et comment tout est lié entre les limites planétaires et le plancher social. Donc ça, c'est important. Et vraiment, on les accompagne, on crée ce qu'on appelle des rencontres transformantes pour eux, où on va chercher des membres de la communauté pluriels, même chose, avec des avis différents, avec des vues différentes. Ça peut être des scientifiques, ça peut être des artistes, ça peut être des entrepreneurs, pour justement avoir une vision beaucoup plus holistique et beaucoup plus globale que juste un angle très précis. Okay. On crée aussi des alliances, mais quand je présente la Climate House, le vrai sujet, c'est ces 700 membres. Donc les 80 cofondateurs, les 400 colocataires, les 150 adhérents, qui aujourd'hui en fait contribuent à ce projet-là. Et tu disais, on n'est pas un green coworking, on n'est pas un green incubateur. C'est intéressant parce que effectivement, c'est probablement ce que certaines personnes pensent
dans un premier temps. Mais donc, l'idée, c'est pas de réorienter les entrepreneurs sur un chemin vert, entre guillemets. Ça va bien au-delà de ça, puisque c'est aussi changer l'ADN, changer la façon de travailler ensemble, changer la vision, bien sûr, mais concrètement, toutes les valeurs, reposer, redéfinir ensemble tout le socle commun, quoi. Ouais, et je vais repartir un peu plus loin sur les enjeux qu'on a eu au début. Où en fait, gros enjeu, c'est comment on fait pas du greenwashing, comment on fait en sorte de machin, Bien de sûr. trucs, de bidule. Et moi, je dis souvent, en fait, on est tous le greenwasher de quelqu'un. Ok. Moi, la première. Très vrai. Donc, en fait, à partir du moment où on se dit ça, c'est comment on incarne le changement qu'on veut voir advenir. Et en fait, il n'y a pas de label à le bon ou le mauvais, engagé, etc. On est tous au début du chemin. Je veux dire, la fin n'est pas terminée, donc la fin n'est pas là. Et puis on a besoin de tout le monde, quoi. Et on a besoin de tout le monde. Donc après, et tout le monde comme il est et avec sa vision. Donc oui, mais pour faire ça, le sujet, c'est comment chacun, en fait, a conscience de là où il en est, de ce qu'il faut faire, de comment il peut contribuer, de l'envie qu'il a envie de. Donc en fait, je pense qu'on change un peu le référentiel de dire, c'est pas green à tout prix, c'est pas social à tout prix, c'est comment collectivement. On avance ensemble, et un des éléments qui était assez important, parce que je t'ai dit la semaine d'intégration où tout le monde était le bienvenu, et en fait c'était assez intéressant parce qu'on s'est dit évidemment qu'on veut être ouvert à l'extérieur, évidemment que tout le monde est le bienvenu, et pourtant là on s'est vraiment dit en fait oui, mais quoi? On a été challengé sur la raison d'être, sur les valeurs, etc. Mais en fait il y a personne qui peut décider de notre raison d'être. C'est pas parce que nous, on est là, on peut très bien décider d'une raison d'être, mais si on prône le collectif, en fait, il faudrait collectivement avoir sa raison d'être, et ça, c'est impossible. Ce qui fait que, en fait, nous avons décidé de fermer la communauté. Tout le monde est le bienvenu dans la communauté, mais elle est délimitée. Pourquoi ? Parce que cet acte, la délimitation, nous permet justement d'identifier les gens qui en sont, et donc de commencer à créer une culture commune. Parce que avant de poser une raison d'être et des valeurs, comme on va chercher une culture différente, plurielle, de gens qui potentiellement n'ont jamais travaillé ensemble ou n'ont pas la même vision, etc., il était important de se poser la question, de se dire, on crée une membrane juste pour se dire, les premiers qui sont là, qui ont envie d'en être, on crée ensemble, mais important de se fermer pour créer un ancrage très très fort et justement incarner les valeurs et la raison d'être pour assez rapidement se réouvrir à l'écosystème. Et là, c'est hyper intéressant parce que évidemment, les gens vont vous dire un collectif, une communauté, c'est de l'entre-soi, ça inclut, ça exclut, etc. Oui, effectivement, mais pour créer une nouvelle culture, en fait, il y a un moment où il faut vraiment contenir ce bac à sable. Donc voilà, mais là aujourd'hui, on se sent beaucoup plus fort, on sait où on est, ce qui fait qu'on réouvre cette maison donc évidemment les colocataires sont les bienvenus, les adhérents sont les bienvenus, mais là on est en train de recruter notre deuxième promotion de cofondateurs, puisqu'on s'est vraiment rendu compte que en fait c'est ce que je disais, la raison d'être, c'est les cofondateurs. Ils incarnent la raison d'être plus que le fait de l'écrire. Ce qui fait que là, on va chercher notre deuxième promo de cofondateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une deuxième promotion de cofondateurs ? Eh ben, on accueille les candidatures. C'est comme un mandat pour un an de fondateurs qui vont incarner, Non, parce qu'on est fondateur à vie. D'accord. On est actionnaire, en fait. Donc, c'est vraiment le modèle de l'actionnariat. Vous achetez des parts. Potentiellement 80 de plus. Alors, peut-être pas 80 de plus, mais... On ne sait pas. Là, on s'est dit on laissait justement, on accueillait les gens qui avaient envie. En revanche, tout le monde est le bienvenu pour candidater. Nous, notre rôle, c'est de travailler sur la qualité de cette promotion. Et quand on parle de la qualité, il n'y a rien de personnel, c'est juste sa représentativité, sa diversité, sa complémentarité. Donc on regarde tous les gens qu'on lit et on se dit, on fait attention sur représentation de ça. Et typiquement, ce qui a été intéressant, c'est que on s'est assez dit rapidement que il manquait de la science à la maison. Et en fait, donc finalement un peu le retour d'experts. Ouais. Non, parce que des experts, on a des scientifiques en résidence, etc. Et on s'est vraiment posé la question et on s'est dit, mais en fait, il n'y a pas de scientifiques dans les cofondateurs. Ce qui fait que, en fait, on aura beau aller chercher des scientifiques en résidence, le fait d'être cofondateur, c'est porter sa voix. Donc, on a décidé de réouvrir le capital, donc d'accepter des candidatures en allant chercher des scientifiques, des artistes, des jeunes,
certains métiers qu'on n'avait pas dans les cofondateurs, etc., pour justement agrandir le champ de vision de ces cofondateurs. Donc, voilà. Et donc, quel type d'engagement un nouveau cofondateur prend par rapport à Climate House? Donc, il y a vraiment... Donc, nous sommes en levée de fonds. Ça reste un achat d'actions. Mais on a séparé, en fait, vraiment l'achat d'actions et le droit de vote. Ce qui fait que chaque personne, chaque cofondateur a une voix. OK. D'accord. Qui est complètement décorrélée de l'investissement qu'il fait. D'accord. Un cofondateur aujourd'hui, et c'est marrant parce que, et là je ne peux que remercier ces fabuleux 80 cofondateurs qui ont cru en ce projet sans savoir ce qui allait se passer. Donc au début, on ne savait pas ce qu'on attendait des cofondateurs. Ce qu'on savait, c'est qu'on attendait plus que juste un investissement parce qu'on avait aussi besoin et envie qu'ils contribuent. Aujourd'hui, on attend des cofondateurs qu'ils prennent part dans ce qui se passe à la Climate House à leur façon. Okay. Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des mises en relation? Est-ce que c'est la création d'événements? Est-ce que c'est la création de projets? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les projets qui ont émergé de cette maison ont souvent toujours été initiés par des cofondateurs, portés par des cofondateurs. Et je pense que c'est ça. C'est ça que vous attendez aussi, ouais. Ouais, après, il y a des cofondateurs qui mettent de l'argent et qui viennent pas, mais c'est pas ça le sujet. Je pense que c'est encore ce sujet de chacun prend la place qu'il a envie de prendre. Ouais, une fois de plus, le cadre et la liberté. Puissance, et apporte sa puissance là où elle est et là où il pense juste. Et c'est justement la complémentarité qui fait que on est très puissant de par la diversité et on va tacler plein d'enjeux différents. C'est génial, j'adore. Et donc, le fait d'avoir... beaucoup de cofondateurs déjà au début et donc là de réouvrir, donc vous n'avez pas peur d'en avoir trop à un moment Alors, si vous passez 100, 200 cofondateurs, comment tu vois Trop pourquoi? Trop parce qu'on peut pas les gérer, trop parce qu'il y a trop de projets, trop parce qu'il y a trop d'argent. Que des problèmes. Non mais c'est intéressant de voir que vous cherchez à redéfinir les règles, mais d'avoir une certaine convergence pour garder une certaine dynamique. Donc, il faut qu'il y ait des cofondateurs qui ont, on va dire, le même socle de valeurs, mais qui arrivent à se challenger les uns les autres pour qu'ils puissent en ressortir quelque chose d'intéressant. Donc, imaginez 100, 200, peut-être plus, dans les années à venir de cofondateurs, non? C'est pas un challenge qui vous fait peur? Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est quand on fait de la coopération, c'est un métier, et donc animer les acteurs est un métier en soi, est un projet en soi. Okay. Et je pense que souvent, quand on veut faire de la coopération, il y a une injonction à la faire, mais on se concentre, on investit, on dépense de l'argent sur le projet final, les enjeux techniques, de la R&D, etc. Et donc là, le fait de passer du temps à animer cette communauté est un projet en soi. Donc, nous n'avons pas peur à partir du moment où on sait que c'est un des éléments, ça fait partie de notre job, en fait, c'est le cœur de notre job. C'est comme si on disait, vous n'avez pas peur que le marketing vous coûte trop cher. Ben, vous savez, si c'est un des leviers de puissance du projet, avec plaisir. Et deux, je pense que le plus important, et on en revient toujours à la même chose, c'est comment on crée un cadre clair pour aller chercher l'autonomie des gens. Donc en fait, très clair. Notre enjeu, et je l'entends complètement, c'est que tous les sujets ne passent pas par l'équipe, puisque l'équipe n'a pas potentiellement vocation à grandir. C'est plus comment l'équipe crée des espaces, crée des systèmes, crée des possibilités pour qu'après, il y ait une totale autonomie. Excellent. Et que ça converge pas juste chez nous. Et puis on le voit sur le nombre d'événements que vous avez fait finalement. C'est exactement ça. Voilà. C'est nous, on a posé des formats, on a posé des conditions, on a posé un système. Et puis après, en fait, chacun les gens se l'approprier. C'est complète autonomie. Vraie ouverture sur la créativité. Belle énergie. Et le lâcher prise. Parce que vous êtes combien du coup dans l'équipe purement Climate House? On est 12. 12, donc on a commencé à 2 avec Henri-François Martin qui est mon co-DG, et maintenant on est 12, C'est beau, c'est beau. Et alors, tu parles de coopération, donc on a pas mal parlé de coopération interne. J'imagine il y a beaucoup de volonté ou de projets de coopération externe avec d'autres partenaires, d'autres... Ouais, et typiquement là, important, nous n'avons pas de partenaires. Ok. Tous les gens qui ont envie d'en être sont membres de la communauté, soit en étant adhérents, etc. Ouais. Et ça, c'est une posture assez intéressante.
parce que justement, dans ce sujet de partenariat win-win, en fait, compliqué de justement casser les codes de, je vais dire, l'ancien monde. Bien sûr. Et donc là, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on a envie de coopérer ensemble ? Et oui, quelles sont les conditions ? Et nous, notre condition aujourd'hui, c'est d'accepter de rentrer dans la communauté et de profiter de la communauté, de contribuer à la communauté. Et de là, émergent des projets qu'on aurait pu parler de partenariat, mais c'est assez organique en fait. Ok, j'adore. Ouais, donc on se retrouve dans ce lieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça un peu la Climate House, le combat pour la cause environnementale a trouvé son lieu et vous êtes là pour redéfinir les règles, le socle de coopération, les valeurs ensemble de l'action ? Non, je pense que avec plaisir, mais je pense qu'on est plutôt, je pense que on essaye quand même de rester humble. On n'a qu'un an. Je me suis enflammé un peu, c'est ça ? Ou tu m'as mis la pression. Non, c'est plutôt de se dire, ouais, je l'ai peut-être pas dit, mais notre mission, c'est quand même de contribuer à la transformation de l'économie au service d'une transition juste. Mais ce n'est que de contribuer, en fait. Et nous ne sommes pas un modèle. Nous sommes un projet, une expérimentation, mais la diversité de tout ça fait qu'à un moment, c'est puissant. Donc, ouais. Ok. Très bien, très bien. Je ne prendrai pas la Quels pression. sont les projets qui, bien sûr, ne se passeront jamais comme prévu pour l'année à venir alors ? Ouais, génial. Donc, on a plein de membres de la communauté qui font émerger des projets. Il y en a 2 sur lesquels je pense que intéressants. Que je pense typiquement, on se parlait des cofondateurs. Il y a un cofondateur spécialiste de la mesure d'impact qui dit évidemment, je vais nous aider à faire la mesure d'impact de la Climate House. Et donc c'est typiquement le genre de projet. Voilà. Donc on a lancé la mesure d'impact, sauf que comme tu as vu, très sensible sur le sujet de la systémie. Je me suis dit bah oui, mais si on fait une mesure d'impact, il faudrait qu'elle soit systémique. C'est-à-dire qu'on va chercher tous les éléments pour que justement on ne biaise pas les impacts positifs ou négatifs. Et c'était hyper intéressant parce que là aussi, on a ouvert le capot. On a fait des groupes de travail où les gens qui avaient envie de contribuer à cette mesure d'impact étaient les bienvenus. Et la première étape, c'était de se dire, en fait, c'est quoi une mesure d'impact ? Parce que tout le monde parle de mesure d'impact, mais vous allez chez les corpos, ça s'appelle un bilan carbone. Tout à fait. Et vous allez chez Ashoka, ça s'appelle une mesure d'impact social. Et donc là, déjà, la création d'une culture commune, c'est de se dire, quand on dit mesure d'impact, de quoi on parle. Donc là, on s'est dit, on va pas choisir, on va faire les 2 en même temps et les 2 en coopération. Donc on a eu aussi la chance de travailler avec l'ESSEC sur la mesure sociale, avec Impact Lab sur la mesure d'impact environnemental. Excellent. Et en fait, ils ont travaillé ensemble pour essayer de co-construire ensemble une mesure d'impact qui avait du sens. Donc la mesure d'impact canon, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que 90% des personnes se sentent appartenir, que ils apprennent des choses, qu'ils ont changé leur posture, alors que c'est potentiellement des gens engagés déjà. Donc même eux ont changé des postures. Que oui, il y a 60% des gens qui ont réussi à faire du business ensemble ou de créer des projets ensemble, sans que ça soit une injonction à le faire, où on ne crée pas d'espace propice au réseautage. Fou, ça. Ah oui, ça vraiment. Donc c'est vraiment. Donc on était ravis de l'entendre parce que nous on avait envie de porter ça. Donc l'importance de la mesure. Ça marche. Et de l'autre côté, on est exemplaire sur l'impact environnemental. On est ravis de le savoir parce que on est très nombreux pour au final un petit bâtiment. Donc ce qui fait qu'on est très efficace. Mais typiquement super intéressant. D'un côté, petite recommandation du bilan carbone, de la mesure d'impact environnemental. Il faudrait que vous passiez à 100% de plats végétariens pour diminuer votre impact carbone. Bien sûr. On se dit, Climate House, évidemment. Moi, la première de dire, oh là là, mais quelle horreur, comment ça, tous les plats végétariens, des gens qui mangent, tous les plats ne sont pas végétariens, etc. Et hyper intéressant parce que comme en face, on avait la mesure d'impact social, en fait, la mesure d'impact social disait, attention,
de ne pas rentrer dans l'entre-soi. Même si les gens aujourd'hui se disent j'ai rencontré des gens que je rencontrerai jamais ailleurs, donc oui, c'est un espace fermé, c'est une communauté, et pourtant elle est assez diversifiée. Mais attention de ne pas prendre des décisions qui pourraient justement renforcer l'entre-soi. Ouais, tout le monde n'est pas végétarien, c'est ça. Tout le monde n'est pas végétarien. Tu respectes aussi ce positionnement, donc tu trouves l'équilibre entre les deux. Ouais. Et en fait, on assume le fait qu'aujourd'hui, oui, on pourrait aller sur 100% de végétariens et ça rendrait service à notre bilan carbone, mais d'un côté, en fait, d'un point de vue impact social, ça pourrait avoir des conséquences. Donc là, aujourd'hui, la décision n'est pas prise, mais c'est juste de dire, prenons une décision en conscience de ça. Ouais. Et peut-être qu'on ira sur 100% végétarien, peut-être qu'on imposera le végétarisme, mais on saura que ça a un impact social et que c'est pas juste génial pour mon bilan carbone. Au moins, tu l'as en tête, Et au moins, on l'a en tête. Donc, c'est tous ces espaces-là où, en fait, on essaye vraiment de co-construire des nouveaux référentiels. Et pour répondre à ta question, parce que ça répond pas à ta question, mais... Si, déjà pas mal. Voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, alors, c'est quoi le plan à 3 ans? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, encore une fois... encore arrivé là. Mais, donc, pas bizarrement, mais beaucoup d'entrepreneurs, dont la Promo 1, donc, il n'y a pas que des entrepreneurs parisiens et nous ne sommes pas la Climate House Paris. On est la Climate House, oui. À Paris, en l'occurrence. Il y en a une à Paris, etc. Et donc, plein d'entrepreneurs territoriaux sont venus nous voir en disant, quand est-ce que vous essaimez en territoire? À Bordeaux, à Marseille, à Lyon, etc. Et là, on a un peu bugué parce que on n'était pas prêts, c'était à J3 mois, donc on était là, l'essaimage, on n'a rien prouvé, donc on va juste se calmer. Donc là, on est ravis parce que là, c'est le bon moment et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert la promotion. C'est, en fait, nous, on est juste là pour donner la possibilité aux entrepreneurs locaux de cofonder leur Climate House. Ouais, c'est ça, en fait. Et on n'est pas du tout dans un modèle de franchise, on n'est pas du tout dans un modèle d'essaimage, même si moi, en plus, ayant travaillé dans le social, on vaudrait mieux parler d'essaimage, parce que l'essaimage, en fait, ça détruit les écosystèmes. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec une vision globale, quand vous arrivez dans un écosystème en essayant de répliquer un modèle, ça prend pas soin de l'écosystème. Donc, on parle plutôt d'essaimage, c'est comment on aide l'émergence de projets locaux, d'empuissancement de projets locaux, en s'inspirant. Mais voilà. Donc là, on est en train de travailler avec pas mal d'entrepreneurs pour leur donner les clés, le cadre, justement, pour faire émerger eux-mêmes des projets de territoire. Waouh, super intéressant. J'adore en plus l'approche, une fois de plus, assez innovante dans la réflexion, tout ce que tu viens de dire, là, la différence entre essaimage et essaimage, je trouve ça génial. J'ai inventé le mot, C'est vrai. Je trouve ça génial. C'est très convaincant. Non, mais c'est très vrai, en fait. On comprend l'idée. Même si c'est un nouveau mot, écoute, bravo. Mais on comprend complètement l'idée. Faire émerger un projet qui s'inspire de ce que vous avez fait, donner le cadre, mais ce projet doit s'adapter à ce qui se passe localement, plus que faire du copier-coller de ce qui a été fait ici. Et là, je vais rebondir sur l'histoire de mots. Parce que c'est un gros enjeu aujourd'hui, justement la représentation culturelle de ce qui est en train de se passer. Et là, je fais une petite dédicace à Jeanne Hénin. Jeanne Hénin qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les mots qu'il nous faut ». Et Jeanne, elle crée des espaces de discussion, de coopération sociale dans plein d'endroits. Et en fait, elle écoute les gens et elle les aide à imaginer des mots qui peuvent justement... porter une voix différente et créer un référentiel sémantique différent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait à quel point les mots ont de l'importance et que parce qu'on est habitué à utiliser une sémantique, même dans le monde professionnel, en fait, ça influence l'inconscient. Et donc voilà. Donc on a eu la chance parce qu'elle nous a prêté des mots qui sont affichés dans la maison, génial, dont un qui s'appelle l'humilité, la capacité à lutter grâce à la lumière, ou moi, mon préféré qui s'appelle privilège, c'est la capacité à lâcher ses privilèges. C'est beau, c'est beau. Et donc voilà, donc elle crée des espaces justement d'atterrissage d'un nouvel imaginaire. Ouais, non, c'est vrai que c'est une contrainte forte d'avoir un nombre de mots limité pour des émotions qui potentiellement sont illimitées. Et sont nouvelles. En constante évolution. Donc arriver à quelque part formuler quelque chose qui représente ce que toi tu ressens véritablement, et qui peut être assez unique, avec un mot nouveau, je trouve ça assez génial comme idée. Ok, écoute, non mais super intéressant. Ça donne envie de continuer à suivre l'aventure, en tout cas, c'est génial. Si tu veux bien, on va finir sur un petit quiz. J'ai quelques petites questions à te poser. Alors c'est simple, tu as juste à dire vrai ou faux.
Et tu as le droit de dire ni l'un ni l'autre ou de me D'accord. sortir un mot qui n'existe pas si tu le Ah, préfères. très bien. Donc voilà. Alors Maïka, est-ce que tu es prête? C'est parti. Il est possible de concilier écologie et économie. Vrai. Il ne peut pas y avoir de justice environnementale sans justice sociale. Vrai. Chacun a un rôle à jouer. Vrai, mais différent. L'écologie est réservée aux personnes aisées. Malheureusement. Est-ce qu'il faut sacrifier du confort dans le cadre de la transition environnementale? Vrai. Les politiques ont pris conscience de l'urgence environnementale. Faux. Ils en ont pris conscience et agissent en fonction. Faux. La réglementation française, européenne, va aider à lutter contre le réchauffement climatique. Vrai. La Climate House est là pour faire accélérer le passage à l'action. Elle contribue. On va y arriver? Bien sûr. Et ça va être génial. Eh ben, merci beaucoup, Maïka. Merci d'être venue et bon courage à toute l'équipe de la Climate House. Tu reviens quand tu veux. Merci. À très vite. À très bientôt. Ciao.